On passe à la deuxième partie. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Sur les principales espèces que l'on pêche en Bretagne ou la vie secrète d'un plateau de fruits de mer. Moi, j'aime bien l'appeler comme ça, parce que je ne vais pas parler que réglementation. On va essayer d'évoquer rapidement les petites caractéristiques de chacune de ces espèces. Alors, on va commencer par les coquillages bivalves fouisseurs. Alors, qui sait ce que c'est qu'un coquillage bivalve? Estelle. 2 coquilles. Elle a travaillé à Océanopolis. Aucun mérite. Donc en fait, les bivalves, alors pour ce qui est des fouisseurs, c'est-à-dire ceux qui vivent enfouis dans le sable, ce sont les amandes de mer, les praires, les coques, les palourdes, qui ont effectivement 2 valves, 2 coquilles qui leur permettent de se refermer. Alors le premier, c'est la palourde grise, ou plutôt les palourdes grises, à savoir qu'on a 2 espèces qui se côtoient sur nos côtes. Vous avez ici la palourde japonaise et ici la palourde européenne. Alors souvent, les pêcheurs à pied ne font pas la distinction. Il y a quelques années, quand je les sensibilisais, je leur apprenais à le faire puisque c'était important. La réglementation était différente. Pour la japonaise, c'était 3,5 cm, la taille minimale réglementaire. Pour l'européenne, c'est 4 cm. Et juste après, je vais vous parler de la palourde rose qui était à 3,8 cm. Maintenant, tout est passé à 4. C'est plus facile. Alors c'est plus simple. Ça pose des problèmes sur certains territoires en France. C'est le cas de l'île d'Oléron, par exemple, les pertuis charentais, ou d'autres, sur quasiment toute la façade atlantique, où les palourdes sont boudeuses, c'est-à-dire qu'elles ont des difficultés à grandir au-delà d'une taille qui fait justement 3,5 cm. Et donc, quand vous êtes pêcheur à pied, eh ben, accrochez-vous pour trouver des palourdes qui font 4 cm. Quoi. Chez nous, ce n'est pas le cas, elles grossissent plutôt pas mal. Alors, la palourde japonaise a tout simplement été introduite pour l'élevage, puisqu'elle a une capacité de croissance plus rapide. Elle a un rapport chair sur coquille aussi plus important. D'ailleurs, quand à taille égale, vous les comparez, vous voyez que la japonaise est un petit peu plus ronde. Un critère distinctif aussi, quand on commence à les voir à l'œil, c'est les stries qui sont un peu plus prononcées que chez l'européenne. Alors, la coloration, c'est un faux ami. Souvent, on nous dit que la japonaise est un peu plus colorée. Ça dépend du milieu en fait, dans lequel elle se développe. Vous pouvez avoir des palourdes européennes presque noires si elles vivent dans un milieu très vaseux. Voilà. Alors, le souci d'avoir introduit cette espèce pour l'élevage, c'est qu'elle s'échappe des parcs et puis elle pullule en fait, dans le milieu naturel. On a des nouveaux gisements qui apparaissent. C'est le cas en baie du Mont-Saint-Michel, où maintenant vous avez des quarts de Vendéens, des gens du Nord, de partout, qui viennent pêcher la palourde en baie du Mont, alors qu'il y a 20-30 ans, il n'y avait pas de palourde en baie du Mont-Saint-Michel. Et c'est exclusivement un gisement de palourde japonaise à 99%. Si vous demandez à un scientifique un peu objectif, est-ce qu'il y a un intérêt à gérer cette ressource, d'un point de vue écologique, non. Par contre, il y a une activité professionnelle qui l'exploite, et donc il y a des jachères tournantes qui sont mises en place sur ce site, puisqu'effectivement, il y a un intérêt économique derrière également. Chez nous, je pense au site de Trébeurdin, où on est présent assez régulièrement, la plage de Guastrès, Toueno. C'est du 50-50, quoi. On a des européennes assez facilement, des japonaises également. Et le super critère distinctif, alors là encore, on ne le voit pas très bien, c'est juste derrière moi. Quand vous regardez en fait la charnière qui relie les 2 valves d'une palourde, quand vous avez ici une marque noire au niveau de la lunule, c'est une japonaise. Cette marque, vous ne la voyez pas sur l'européenne. Alors si, les stries sont dans le même sens, elles sont dans le même sens, c'est-à-dire dans ce sens-là, hein, de la charnière vers l'ouverture, mais elles sont plus prononcées. Il y a un autre critère chez l'européenne, c'est que la coquille est légèrement tronquée comme ça, alors que la japonaise, sa coquille est vraiment arrondie, quoi. Ensuite, quand vous les faites cuire chez vous, il y a un autre critère, c'est les siphons. Vous savez, c'est ces organes qui permettent au coquillage d'aspirer l'eau et puis de recracher après avoir absorbé tous les éléments nutritifs. Donc chez l'européenne, les 2 siphons sont bien séparés. Chez la japonaise, ça forme un Y en fait. Ils sont reliés à la base. Donc ça, quand vous les faites dégorger ou quand vous les faites cuire, vous le voyez très bien. Alors on me demande, est-ce que la japonaise est moins bonne que l'européenne? Les chauvins vont vous dire que oui. Franchement, je ne vois pas de grosse différence au goût. Voilà. Pour revenir sur la réglementation, donc je disais 4 cm, elle met 2 à 3 ans pour atteindre cette taille-là, que ce soit l'européenne ou la japonaise. On est limité en quantité depuis le 1er janvier 2014, c'est récent. Il n'y avait pas de quota autrefois, en tout cas dans les Côtes d'Armor.
Ces nouveaux quotas sont applicables pour toute la Bretagne et c'est un nombre d'individus par pêcheur. Donc pour les palourdes, c'est 150 palourdes maximum, sauf restrictions locales, et c'est le cas notamment autour de l'île Grande, du gisement de Trébordin, Gouastrès, dont je parlais tout à l'heure. On pourra y revenir si vous pêchez là-bas. Les outils autorisés, on a une liste d'engins de pêche autorisés désormais. Binette, couteau à palourde. Alors le couteau à palourde, c'est l'idéal. Le mieux, c'est d'apprendre à pêcher à l'œil, au trou. Les siphons qui ressortent laissent des indices sur le sable. Et c'est ces fameux 2 petits trous côte à côte qui nous permettent de trouver les palourdes sans utiliser le râteau et sans tout retourner. Alors le râteau est quand même autorisé à condition qu'il fasse moins de 35 cm de large et avec des dents de 10 cm maximum. De toute façon, un coquillage fouisseur s'enfonce à une profondeur qui correspond à peu près à sa taille plus ses siphons. Donc une palourde, dans 7 cm de sable, vous la trouvez, quoi. Ça ne sert à rien de tout retourner. Donc la palourde rose, on ne la trouve pas du tout dans les mêmes milieux que les palourdes grises qu'on va trouver comme les coques à mi-estran, sans aller trop loin au bas de l'eau, sur des sables plutôt fins. La palourde rose, elle va plutôt apprécier des sables grossiers, comme la praire. Et là, il faut aller assez loin sur l'estran lors des grandes marées. Alors chez nous, la palourde rose est très peu exploitée, ou en tout cas, quand elle est exploitée au niveau industriel, professionnel, c'est la quasi-majorité qui part en Espagne. Il y a quand même la palourde des Glénans, qui est une espèce d'AOC qui a un certain succès. Donc les outils autorisés sont les mêmes que précédemment, les quantités et les mailles également. La coque, bon, ça c'est vraiment la pêche familiale par excellence. Je pense que vous connaissez toute la coque. Alors c'est 3 cm la taille. Là, comme la palourde, ça met 2 à 3 ans pour atteindre cette taille réglementaire. La quantité, c'est 300 max. D'accord ? Alors pour vous donner un ordre d'idée, 150 palourdes ou 300 coques, c'est environ 3 kg. D'accord ? Alors, oui. Alors, pour les coquillages, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, c'est toujours dans le sens de la plus grande dimension. D'accord ? Donc, vraiment la plus grande dimension. Si vous avez un petit gabarit qui fait un diamètre de 3 cm pour la coque ou de 4 cm pour la palourde, vous le passez à travers dans toujours la plus grande largeur, en fait. Là, on passe à la praire. Donc, on trouve également, lors des grandes marées, il faut vraiment que ça découvre pour aller pêcher la praire au bas de l'eau. Sa taille, c'est 4,3 cm, c'est très précis. Et autrefois, c'était 4 cm. Or, l'étude de cette espèce a montré qu'en dessous des 4,3, il y avait très peu d'animaux matures, c'est-à-dire qui se reproduisent. Et elle met 7 à 8 ans pour atteindre cette taille-là. Donc, c'est pas rien. Et souvent, vous voyez, vous ramassez une praire comme ça, vous dites, bah, c'est chouette, quoi. Non, ça, c'est trop petit. Ça, c'est pas une praire maillée. Et c'est vraiment sur les praires où j'ai beaucoup plus de difficultés avec les pêcheurs à pied. On est sur des gisements qui mettent du temps à croître. Ça, c'est une praire qui est maillée, ça. D'accord ? Bon, celles-ci, elles sont palottes parce que ça fait un moment qu'elles sont à l'air libre, je dirais. Une praire est beaucoup plus beige que ça. Voilà. Donc l'idéal pour pêcher la praire, c'est à la pisser. Je ne sais pas s'il y en a qui pratiquent, qui connaissent. En fait, la praire ne marque pas puisqu'elle est, contrairement à la palourde ou à la coque, c'est-à-dire qu'elle ne laisse pas d'indice en surface puisqu'elle vit sur des estrans à sable grossier qui ne marquent pas. Et donc, on la pêche à la pisser. La praire, quand on s'approche d'elle en marchant tout simplement ou en tapotant le sable avec un petit picot, c'est ce qu'est en train de faire le monsieur ici, ou bien avec le dos d'un râteau, hein, pourquoi pas, sans utiliser les griffes. Elle va tenter de fuir et pour ça, elle va émettre un jet d'eau assez fort qui va gicler, donc c'est la pissée. Et c'est ce qui la trahit en réalité. Alors, il n'y a pas que la praire qui fait des pissées, un petit peu, la fausse palourde aussi, et puis d'autres coquillages comme des lutraires, etc. Mais bon, c'est le jeu, quoi. Je dirais, on ne gagne pas à tous les coups. En tout cas, c'est une pêche qui est assez ludique, comme ça, la pissée, qui n'est pas du tout impactante sur le milieu, parce qu'on n'est pas en train de tout retourner, et qui souvent est rentable. Il y a même des pêcheurs qui me disent, moi, en fonction de la taille de la pissée, je sais si elle fait la taille ou pas. Ça, c'est pas vrai non plus. Alors, ça peut vivre 20 ans, hein, vous voyez, donc une croissance lente, mais une longévité assez importante. L'amande de mer. Alors ça, l'amande de mer, on la trouve dans les mêmes milieux que la praire, mais c'est souvent une espèce un peu auxiliaire, parce qu'on n'a pas trouvé autre chose, donc on ramasse des amandes. Ça se mange plutôt cru, parce que dès qu'on le fait cuire, c'est très très caoutchouteux.
C'est un petit peu amer, donc c'est pour ça que les gens n'en raffolent pas. Dans les Côtes d'Armor et en Bretagne, on n'a pas de taille minimale réglementaire. Je pense que c'est pour une raison toute simple, c'est qu'effectivement, ce n'est pas un coquillage qui est fortement commercialisé, menacé, etc. Je ne sais pas. En manche, Étienne, tu me diras, mais c'est 4 cm. Donc quand quelqu'un me dit à partir de quelle taille il faut ramasser une amande, je dirais 4 cm. Mais l'amande de mer a une longévité record. C'était en mer d'Irlande en 1989 de 107 ans. Ce qui en fait un modèle biologique vachement intéressant pour ceux qui étudient la climatologie, puisqu'on retrouve des indices des différentes températures de la mer à ces périodes-là dans leurs coquilles. Enfin bref. Donc vous voyez, hein, elle fait moins de 1 cm à l'âge de 5 ans. Quantité, alors il n'y a pas de taille, donc ça c'est une taille conseillée, 4 cm, elle a déjà 12 ans. La quantité c'est 100 maximum, comme la praire. Les couteaux, alors je ne parle pas du couteau, je parle des couteaux, parce qu'il y a plusieurs espèces de couteaux. Vous en avez une liste ici, et vous voyez que les tailles sont très différentes, les tailles moyennes en fonction de l'espèce de couteau. Et ici, vous avez les deux principaux, le couteau droit, celui qu'on pêche au sel, qui est assez noir-gris, qui est tout droit là dans son trou. Quand on met du sel, pouf, il remonte. Alors c'est vrai pour tous les couteaux, mais celui-ci particulièrement, c'est assez facile. Et puis le couteau courbé ici, qui est plus recherché, car plus savoureux. Alors, il y en a qui utilisent des baleines de parapluie, c'est des petits crocs, en fait, pour repérer les trous des couteaux qui sont en forme de 8 ou de trous de serrure. Ils repèrent, pour ce qui est des couteaux courbés ici, l'angle, la manière dont il est enfoncé dans le sable, puisqu'il n'est pas enfoncé de manière verticale. Puis là, ils enfoncent leur baleine de parapluie, ils font un quart de tour et ils remontent comme ça. Alors, c'est assez efficace. Le souci, c'est que ça blesse l'animal. S'il est trop petit, même si vous le relâchez, il est condamné. Alors, le seul engin, le seul outil autorisé en Bretagne, c'est la gouge à couteau. J'en ai jamais vu. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. J'ai même cherché sur Internet, je suis tombé sur des gouges à asperges, des trucs comme ça. Donc, je pense que ça doit s'apparenter à, je sais pas, à un couteau, un long couteau à pas lourde, j'en sais rien. Bon, le sel, ça marche plutôt bien. Moi, j'ai même vu une pêcheuse les ramasser carrément à la main. Donc à la montante, quand le sable était bien humide, elle les repérait. Donc quand on est à la montante, les couteaux commencent à remonter justement de leur trou. Et là, elle enfonçait sa main à la verticale du trou à quelques centimètres. Elle le bloquait par le bas en fait. Et avec sa deuxième main, elle le remontait. Donc ça, c'est déjà des pêcheurs initiés. On est limité à 60 couteaux, 5 douzaines. Et la taille, qui est la même pour toutes les espèces, c'est 10 cm. Alors je vous dirais que d'un point de vue biologique, 10 cm, c'est très grand pour le couteau droit, celui qu'on pêche au sel. C'est assez petit pour le couteau courbé. On passe maintenant, on est toujours dans les coquillages bivalves, mais cette fois-ci les non-fouisseurs, ceux qui vivent en dehors du sable, plutôt sur les rochers, avec la moule, hein, que tout le monde connaît. La moule a une grande capacité de filtration, ça va de 5 à 8 litres d'eau de mer par heure, ce qui fait aussi d'elle un bioaccumulateur de toutes les toxines qui peuvent être dans le milieu, hein, dans l'eau de mer, les bactéries, les virus, enfin bref, on parlera des contaminants et des risques sanitaires un petit peu plus tard. Et en plus, elle est très résistante à ces toxines. Elle peut passer plusieurs jours en dehors de l'eau. Elle, le fait d'être contaminée par des bactéries fécales en sortie d'émissaires de stations d'épuration, ça ne lui pose pas de problème. Au contraire, elle a plein à manger. Elles sont grosses, elles sont belles. Et j'ai même un agent de l'ARS qui me disait, donc ceux qui font les suivis sanitaires, ils voyaient des pêcheurs à pied qui étaient en train de ramasser des moules sur une belle moulière avec plein de papier rose autour. Et voilà. Véridique. Donc la taille, c'est 4 cm. Alors, comment on trie ces moules, sachant que ça vit en grappe, hein, sur les rochers. Alors, on ne s'amuse pas à arracher les grappes et puis à faire le tri et puis à tout balancer, sinon c'est foutu. On les cueille une par une. Moi, j'utilise une cuillère, par exemple. Ça, c'est très simple. Puis en plus, ça permet de mailler en direct ces moules. Ça grandit très vite, hein. D'ailleurs, la moule de Bouchot, si ça s'élève si bien, c'est parce que ça pousse vite. Ça met 1 ou 2 ans pour atteindre une taille commercialisable. Et on est limité à 300 moules, comme pour les coques, toujours autour de 2-3 kg. Alors là, c'est un petit, quand vous mangez un petit aparté sur ce qu'on peut trouver dans les moules. C'est le crabe petit pois. Vous savez, des fois, quand vous mangez des moules, ça croustille. Puis si vous êtes curieux, vous voyez que des fois, on peut même en avoir plusieurs, hein, dans une seule moule. Alors,
c'est en aucun cas le repas de la moule. La moule n'a pas mangé le crabe en question. C'est un crabe squatter, tout simplement, qui vit dans les moules, qui profite de la moule, parce qu'il est assez feignant, qui profite de toute cette eau qui est filtrée par la moule pour capter au passage les nutriments dont lui aussi se nourrit, qui passent à la portée de ses mandibules. Alors je vous épargne son système de reproduction qui est très complexe, où le mâle il va chercher ses femelles d'une moule à l'autre, et puis il perd des pattes à chaque fois que la moule se referme sur lui. Enfin bon, c'est un peu des kamikazes quand ils sont en période de reproduction, que la femelle, elle passe toute sa vie dans la moule, elle ne bouge pas. Un autre squatter, pas que sur les moules, on les retrouve sur tous les supports, les rochers, les autres coquillages, ce sont les balanes. Oui, les balanes, qu'on appelle aussi les bernacles, mais ça on l'entend très peu. Alors, on pourrait croire que ce sont des coquillages, comme ça ressemble à des petits volcans. En réalité, ce sont des crustacés, comme les crabes, les crevettes, les homards, mais qui ont complètement changé de mode de vie. Ce sont des crustacés qui vivent fixés au rocher, avec ici des plaques qui le protègent, et l'animal, en fait, il est à l'intérieur. Donc, à marée haute, vous avez des plaques qui le recouvrent entièrement. À marée basse, les plaques du dessus, comme ça, vont s'ouvrir. Et puis, à Océanopolis, il y avait des trucs sympas comme ça, où ils filmaient en gros plan, justement, des balanes dans l'eau de mer. Et on voit ce qui était autrefois des pattes sortir de ces petites plaques, de ce petit cratère volcanique, là, pour absorber les nutriments dans la masse d'eau aussi. Donc, c'est des pattes qui sont transformées un peu en filaments de soie, pratiquement, pour capter tout le plancton et puis l'apporter à sa bouche. Alors, le souci pour ce crabe, ce crustacé, c'est qu'il a conservé sa reproduction sexuée. C'est-à-dire que le monsieur a besoin de rencontrer la madame, mais comme il ne se déplace pas, vous avez en face de vous, à chaque fois que vous avez mal aux pieds, quand vous marchez pieds nus, vous avez quand même un animal, pour le mâle, qui a le zizi le plus long du monde, toute proportion gardée. À l'échelle d'un être humain, c'est un zizi qui fait 20 fois la taille d'un être humain. L'huître creuse, ou l'huître japonaise. Donc là aussi, on a une espèce qui a été introduite pour l'élevage, mais surtout suite aux hécatombes qu'ont subi les huîtres plates, les huîtres de chez nous, les huîtres autochtones. Ces huîtres plates qui ont subi en fait des contaminations de pathogènes. C'est ce que subissent les huîtres creuses actuelles également. C'est à peu près tous les 30 ou tous les 50 ans. Quand vous voyez comment la mondialisation, les échanges mondiaux de naissins, c'est-à-dire de petites huîtres, de souches d'huîtres, etc., au niveau de l'ostréiculture, c'est pas étonnant en fait. Dès qu'il y a un pathogène quelque part dans le monde, très vite, il va se répandre sur toutes les huîtres du globe. Donc là, on est autorisé à utiliser le marteau et le burin, uniquement pour l'huître creuse. Enfin, l'huître creuse qui vit fixée sur les rochers. Vous êtes limité à 5 douzaines, 60. La taille minimale qui correspond à la taille commerciale, c'est 5 cm. Ça met 2 à 3 ans selon les secteurs. Ça peut vivre jusqu'à 20 ans. Et cette année, on a eu un record de taille trouvé près de chez nous en Rance par 2 pêcheurs à pied. Elle faisait 35,5 cm. J'ai vu la photo du bestiau. Et donc, quand ils l'ont ramassée, ils se demandaient si elle était vivante. Ils l'ont mis à chauffer, elle était encore vivante. Donc voilà, c'est l'huître plate ici qu'on appelle le pied de cheval quand elle grossit, qu'on va trouver libre comme ça sur le sable, puisque contrairement à l'huître creuse qui vit tout le temps fixée à un support, l'huître plate, elle, peut vivre libre sur le sable. Alors, il n'existe que très peu de bancs naturels encore existants. Et donc, c'est l'espèce indigène européenne qui a été victime à la fois de maladies virales, mais aussi de la compétition avec les huîtres creuses qu'on a introduites pour l'élevage. Donc limité à 5 douzaines. Là, la taille est un petit peu supérieure à l'huître creuse. C'est 6 cm. Ça peut vivre 30 ans, avec une taille record de 20 cm. La coquille Saint-Jacques. Alors, on n'a pas encore le droit de la ramasser. C'est à partir du mois prochain, à partir du 1er octobre. La pêche est interdite du 15 mai au 30 septembre. Et là aussi, je me bats avec les pêcheurs à pied qui ramassent les coquilles en dehors de ces périodes-là, qui me disent « mais de toute façon, si elle est là, c'est qu'elle est en train de mourir ». Pas du tout. Quand vous allez les ramasser sur des bancs de sable qui découvrent lors des grandes marées, certes, elles se sont fait un peu surprendre par la marée, mais souvent, elles sont enfouies dans leur petit terrier. Et ce qui les trahit, c'est plutôt le bruit qu'elles font en claquant comme ça des coquilles, parce qu'elles essayent de fuir et
et de rejoindre la mer, ces coquilles vont très bien résister quelques heures, le temps que la marée revienne. Et de toute façon, vous n'avez pas le droit, puisqu'on est en période de reproduction, et que si vous faites gauler par les affaires maritimes, ils ne vous feront pas de cadeaux. Alors, on est limité à 30. Il y a encore quelques temps, en pêche à pied, c'était assez flou. Il n'y avait pas vraiment de quota. 30, c'était pour les apnéistes. Mais maintenant, c'est aussi appliqué aux pêcheurs à pied. La taille est de 11 cm. Autrefois, elle était à 10 cm, 10,2, 10,5, en fonction des sites où on allait pêcher en Bretagne. Maintenant, c'est 11 cm partout. C'est en fait la taille qui était appliquée en Normandie depuis plusieurs années et donc qui a été nationalisée, on va dire. Le souci pour nous, parce que moi-même je suis un pêcheur de coquilles, c'est qu'elle va mettre 4 ans pour atteindre cette taille en Bretagne, en tout cas en baie de Saint-Brieuc, alors qu'elle ne mettra que 2 ans au large de Granville, en Normandie. C'est vraiment lié à des différences génétiques, en fait. C'est la même espèce, mais il y a des différences génétiques. Donc voilà, il faut être plus patient chez nous pour ramasser les coquilles. Quoi vous dire, bon, le seul outil, donc il n'y a pas le seul outil conseillé, c'est les mains. Hein. Je crois qu'on a comme outil autorisé l'épuisette, voilà, qui aide à ramasser les coquilles. Ce qui est joli quand vous prenez le temps de regarder une coquille, il n'y a pas que la noix qui est sympa parce que c'est ce qu'on va manger. La noix qui est en fait le muscle qui permet à la coquille de se refermer. Ce sont ces petits yeux ici, couleur mercure, qu'on appelle des ocelles. Ce sont en fait des yeux primitifs qui sont tout le long des barbillons, comme ça, tout autour de la coquille Saint-Jacques. Et donc ces yeux lui permettent de détecter les changements de luminosité, les mouvements, et c'est ce qui va entraîner chez elle un réflexe de fuite en claquant comme ça des coquilles. Alors, la coquille Saint-Jacques, c'est Pecten maximus, la coquille Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc. Donc, vous ne faites pas avoir quand vous achetez des noix surgelées. Regardez bien les étiquettes, c'est Pecten maximus. Alors, un coquillage que beaucoup de pêcheurs à pied connaissent, c'est la crépidule. Alors ça, on ne la ramasse pas en pêche à pied. La crépidule a été introduite dans les années 40, c'est aussi une espèce introduite qui est originaire des Amériques. La légende veut qu'elle soit arrivée en même temps que le débarquement américain, le débarquement allié, puisqu'elle a commencé à coloniser l'Angleterre, puis la Normandie, puis la Bretagne. Donc il y en a qui ont cogité et qui se sont dit voilà. En réalité, elle était présente avant le débarquement. Alors pourquoi un fléau? C'est vrai qu'en baie de Saint-Brieuc, mais en rade de Brest ou en baie du Mont-Saint-Michel, c'est un coquillage qui vraiment, dont les populations explosent. C'est un coquillage gastéropode. Là, vous avez plusieurs individus en chapelet, comme ça, qui sont les uns sur les autres et qui a une capacité de reproduction assez importante. Vous avez en réalité les femelles qui sont en dessous et les mâles qui sont au-dessus, attachés comme ça. Les mâles vont féconder la femelle qui se trouve en dessous. Une fois que celle-ci est fécondée, elle va se détacher de la grappe et vivre sa vie, mais en gardant les œufs fécondés en elle jusqu'à éclosion des larves. Donc elle protège ses œufs quelque part, chose que très peu de coquillages font, ce qui leur donne une probabilité de survie beaucoup plus forte. Et le mâle qui était au-dessus, qui se retrouve du coup en dessous, va se transformer en femelle. Et donc c'est un cycle sans fin, et vous avez d'autres mâles qui viennent s'accrocher à la grappe comme ça. Donc bientôt, vous verrez le nom berlingot de mer, un nouveau coquillage qu'on mangera en terrine, en pâté. Ce sera en fait les crépidules, puisqu'il y a des projets d'exploitation industrielle de ce coquillage. Ouais. On passe aux gastéropodes. Donc ce sont en fait les escargots, on va dire, les escargots de mer. Donc c'est ceux qui n'ont qu'une seule coquille, en commençant par le bigorneau. Alors le bigorneau, il n'y a pas de taille réglementaire. De toute façon, on ramasse des beaux bigorneaux quand on va à la pêche à pied. Les tout petits, on les laisse de côté. On est limité à 500 bigorneaux par pêcheur et par jour. Il faut déjà les faire aussi, les 3 kg de bigorneaux. Donc là, il n'y a pas d'outil qui est autorisé. De toute façon, ça se ramasse à la main, tout simplement. Sa particularité, c'est qu'il a une croissance très rapide. Il peut quand même vivre 5 à 10 ans. Donc, et il ne fait que 3 cm maximum. Ça vit sur des fonds rocheux, mais pas uniquement. On peut aussi les trouver sur des herbiers de zoster. Et là, il faut faire très attention à préserver ce milieu. On y reviendra un petit peu plus tard. Le faux bigorneau, la gibule, pour ceux qui ne font pas la différence, ça arrive souvent que des gens ramassent
des sacs de bigorneaux tout contents et tout, puis on leur dit ben non, c'est pas des bigorneaux, ce sont des gibules. Alors il y en a qui disent bigorneaux du Parisien, bigorneaux de chien, donc bigorneaux du Parisien, c'est encore plus méchant, hein. Pour ceux qui ne savent pas faire la différence. Bon, juste pour ne pas se tromper quand on est novice, il suffit de retourner l'animal, de regarder l'opercule qui protège l'animal quand il se protège à l'intérieur de sa coquille, quand il se rétracte à l'intérieur de sa coquille. L'opercule est rond chez les faux bigorneaux, chez les gibules, alors qu'il est ovale. Bon, là, on ne voit pas très bien, encore une fois, avec la lumière, mais si vous regardez ici, vous verrez peut-être mieux sur l'écran. Il est ovale chez les vrais bigorneaux. Autre critère, c'est cette nacre qui est très présente chez les gibules, qu'on n'a pas du tout chez les bigorneaux. Et puis enfin, à l'œil, après, on voit bien que la forme de la coquille est plus pointue chez les bigorneaux. Alors, ils ne sont pas forcément gris-noir, ils peuvent être orangés, rouges. Voilà, il y a des colorations assez distinctes. Mais une coloration quand même relativement uniforme, peut-être légèrement rayée, contrairement aux gibules qui ont des colorations assez prononcées, en zigzag qui tirent vers le violet. Voilà. Donc la patelle, on en a parlé tout à l'heure avec le culte que les ancêtres de Ouessant lui vouaient. Vraiment une espèce très très commune sur les rochers. Juste pour revenir à sa forme de chapeau chinois, c'est cette forme-là qui lui permet de résister à l'assaut des vagues, puisque cette forme conique va absorber l'énergie des vagues en fait. C'est pour ça que souvent vous pouvez voir des patelles sur des rochers qui sont par ailleurs nus. Il n'y a que des berniques. Il n'y a que des chapeaux chinois. Il n'y a même plus d'algues, il n'y a plus rien, puisque c'est vraiment balayé. Pendant longtemps, alors on sait que c'est un coquillage brouteur, c'est-à-dire qu'il broute le microfilm d'algues qu'il y a sur les rochers. On pensait qu'il pratiquait le homing. Homing qui vient de home, maison en anglais. C'est-à-dire que la patelle revenait toujours au même endroit. Après, une fois qu'un cycle de marée était passé, pour attendre que la mer revienne à marée basse, pour la simple et bonne raison, c'est que sa coquille épouse parfaitement l'emplacement du rocher sur lequel elle se trouve. C'est ce qui lui permet d'être étanche et puis de conserver un petit peu d'eau de mer en elle en attendant que la mer revienne. En réalité, il y a eu des expériences de fait où on constate qu'une patelle qu'on déplace ou d'elle-même, elle va pouvoir se déplacer d'une marée à l'autre comme ça. Elle va très vite recalcifier une coquille pour être étanche de nouveau autour du rocher sur lequel elle est posée. L'ormeau. Il y a des pêcheurs d'ormeaux dans la salle. Donc là, c'est vrai que les pêcheurs d'ormeaux ont le droit de ramasser l'ormeau depuis le début du mois. C'est rouvert depuis le 1er septembre. C'est une des pêches qui est la plus restrictive, où il y a pas mal de contraintes réglementaires. Vous avez sans doute entendu dans la presse ceux qui se sont fait gauler et ça fait mal au porte-monnaie, tout ce qu'on veut, puisque c'est là les agents qui sont chargés des contrôles sont sans pitié. De toute façon, on a affaire souvent à des pêcheurs initiés qui vont à l'ormeau pour la simple et bonne raison, c'est que c'est une pêche qui ne se pratique qu'à pied, qu'il faut des gros coefficients avec souvent une combinaison néoprène, on a de l'eau jusque-là pour ramasser à tâtons, à la main, les ormeaux. Idéalement, on essaye de mailler justement les ormeaux comme ça à tâtons. Alors il y en a beaucoup qui utilisent la paume de leur main comme repère. Un ormeau doit faire 9 cm minimum. Ça a une croissance assez lente. Ça peut vivre 15 ans et faire jusqu'à 13 cm. Donc là, c'est un beau bébé. À 9 cm, il a 7 ans et ça fait déjà plusieurs années qu'il se reproduit. Alors pourquoi une taille aussi restrictive? C'est pour justement laisser les populations se reconstituer, puisque dans les années 60-70, comme pour l'huître plate, il y a eu un pathogène qui a contaminé les populations d'ormeaux qui ont fortement décliné. C'est ajouté à cela du braconnage, puisque ce qui est rare devient cher, avec tout un marché parallèle, etc. Et donc les autorités ont décidé de mettre en place des mesures draconiennes. Et ça porte ses fruits, puisqu'on voit les populations d'ormeaux se reconstituer. Donc les outils autorisés, c'est le couteau, le croc, le crochet. Faire très attention à ne pas blesser l'animal si jamais il n'atteint pas la taille, puisqu'il est hémophile. Et si vous le blessez, en fait, il est quasiment condamné. Autre caractéristique importante à connaître chez l'ormeau, c'est qu'il a une capacité de déplacement très très faible. En laboratoire, ils ont mesuré à 6 mètres par jour, mais en cas de stress intense, vraiment quand il se speed à fond. Donc 6 mètres, en général, il se déplace de pas plus d'1 à 2 mètres par jour. C'est pour ça aussi qu'on indique aux pêcheurs à pied, et c'est valable pour toutes les pêches, et c'est aussi écrit dans les nouveaux textes réglementaires, que le tri doit se faire sur place. On ne trie pas ces animaux sur le haut de plage, en fin de marée, ou quand on est à bord du bateau. On a beaucoup de pêcheurs d'ormeaux qui vont sur des îlots rocheux.
qui trient à bord du bateau, je veux dire, déjà, en cas de contrôle, c'est ce qu'on dit à chaque fois, non, j'ai trié mon œil. Si vous relâchez l'ormeau trop petit ou l'autre coquillage, enfin l'ormeau sur un banc de sable, par exemple, il est condamné, quoi. Il ne retrouvera jamais son rocher. On passe au crabe, en commençant par l'araignée de mer. Donc l'araignée de mer, en pêche à pied, malheureusement, on en trouve rarement qui font la taille dans les paniers des pêcheurs à pied. Souvent, les gens nous disent je ramasse les moussettes. Ce sont ces petites araignées qui sont recouvertes d'algues, d'éponges, d'un tas de petits animaux végétaux coloniaux comme ça, qui lui servent tout simplement à se camoufler dans les herbiers de zoster, parmi les algues. C'est même un réflexe que les jeunes araignées ont. En laboratoire, encore une fois, ils se sont amusés à curer les carapaces d'un côté, et spontanément, eh ben, l'araignée, on ne sait pas si elle détecte un déséquilibre ou quoi, elle va commencer à récupérer des algues, des machins, et puis ça va venir pour les accrocher comme ça à sa carapace. Et puis naturellement, elle a une carapace qui est quand même un peu piquante, qui accroche en fait tout ce qui peut venir se fixer sur elle. Je parlais tout à l'heure des éponges de mer par exemple. Ensuite, quand elles sont adultes, alors elles sont adultes assez rapidement, hein. Dès la première année, elles font 13 mues. Les mues, c'est quand elles changent de carapace pour pouvoir grandir. Contrairement à nous qui avons un endosquelette, les crustacés, comme les insectes, qui ont un exosquelette, ont besoin d'en sortir pour grandir. Nous, nos os, ils poussent en même temps que nos muscles, nos organes, notre peau, etc. Et donc 13 mues la première année chez l'araignée de mer. C'est vrai aussi chez les trilles, qu'on verra ensuite. Ensuite, c'est 1 à 2 mues par an en fonction des conditions climatiques, de la température de l'eau et de la disponibilité en nourriture. Plus il y a de nourriture, plus la température est chaude, plus elle va grossir rapidement, elle va dépenser moins d'énergie pour faire sa mue. En 2 ans, une araignée de mer atteint la taille minimale réglementaire qui est de 12 cm. On parle même d'une mue terminale, puisqu'après, elles vont avoir du mal à grossir un petit peu plus. L'outil conseillé, hein, c'est les mains. Et bon, c'est souvent en apnée qu'on peut en trouver des belles. En pêche à pied, c'est souvent des petites. Et en apnée, on est limité à 6 individus. En pêche à pied, il n'y a pas de quota. Faites 6 individus de 12 cm en pêche à pied, je vous souhaite bien du courage. Ah oui, on l'appelle aussi le crabe de mai pour la simple et bonne raison que l'araignée de mer, on la trouve mois d'avril, mai, juin. Après, la saison est terminée. C'est quand elles viennent se reproduire à la côte qu'on les ramasse. Ensuite, elles repartent au large, vivent leur vie. D'ailleurs, si vous en trouvez quelques-unes après cette période, en juillet, ça peut arriver. Souvent, ce sont des animaux qui peuvent paraître importants, avec une belle carapace bien orange, toute propre. En réalité, c'est une carapace qui vient juste d'être renouvelée, donc elle vient de muer. Alors, elle peut être dure, mais elle est vide à l'intérieur. Elle est pleine d'eau de mer, en fait. L'animal n'a pas encore grandi à l'intérieur. Ou bien, tout simplement, au toucher, c'est mou, donc c'est qu'elle vient de muer, et là c'est même pas la peine de le ramener chez soi. Le tourteau, donc je parlais des mues, là vous avez une photo où on pourrait penser que sous le rocher vous avez 2 crabes. En réalité c'est le même. Donc vous avez ici sa mue, donc son ancienne carapace, et juste à côté le gros crabe là qui a presque doublé de volume, qui est le même, qui s'est gorgé d'eau de mer pour gonfler. Et puis là il est en train de recalcifier notre carapace en quelques heures, c'est assez rapide, à l'abri sous un caillou pour ne pas se faire prendre par les prédateurs, parce que là, il est complètement à la merci de tout le monde. Hein. Quand il est en mue, qui vient juste de muer, il est tout mou, il ne peut pas se protéger, il ne peut même pas se déplacer. Et là, c'est donc le même crabe. Donc ça vit dans les anfractuosités de la roche. Ça peut vivre jusqu'à 20 ans et atteindre une taille honorable de 30 cm. Un tourteau de 30 cm, j'en ai jamais vu. La taille, ça c'est pas bon, ça c'était un truc que j'avais fait pour le golfe du Morbihan. C'est 14 cm. 14 cm pour tout le nord du 48e parallèle, c'est-à-dire à partir d'Audierne, pour ceux qui connaissent. La baie d'Audierne et tout le nord, c'est 14 cm. Dès qu'on passe au sud d'Audierne, ça passe à 13 cm. Ça, c'est lié à la biologie de l'espèce, qui a besoin de plus de temps chez nous pour atteindre sa maturité sexuelle. Les trilles, bon, ça c'est vraiment le crabe du pêcheur à pied. En plus, c'est super bon. Moi, je trouve ça même meilleur que le homard. C'est vraiment très simple à décortiquer, super bon, à condition que ça atteigne une taille honorable. Pendant longtemps, c'était 5 cm. Après, pendant quelques années, on n'a même plus de taille réglementaire. Sans doute un oubli du législateur. Et puis, désormais, depuis 2 ans, c'est 6,5 cm, donc dans le sens de la largeur.
Alors je ne l'ai pas dit, mais pour le tourteau, c'est dans le sens de la largeur également. Et pour l'araignée de mer, c'est dans le sens de la longueur ici, sans le rostre, ces épines-là. Donc vraiment à la base du rostre jusqu'à l'arrière de la bestiole. Alors 6,5, on est tranquille. C'est une étrie qui a 2-3 ans, qui s'est déjà reproduite plusieurs fois. À 5 cm, elle s'était reproduite une seule fois. Et là, je constate que dans les paniers, les gens sont raisonnables quand même. Ils prennent les belles étries généralement où il y a de quoi manger. Voilà, bon, les mains, les crocs éventuellement. Les crocs avec une épuisette pour éviter de se faire pincer, c'est pas mal. Ne pas confondre avec le crabe vert. L'étrie, en fait, elle a des yeux bien rouges. Alors, je le dis aussi pour les novices, parce qu'on a des gens qui me disent « je ramasse des étries », en fait, c'est du crabe vert. Donc, elle a les yeux bien rouges. Et puis surtout, elle a ici ses pattes arrière qui sont aplaties, qui lui servent de palme, en fait, pour nager, puisque c'est un crabe nageur. Contrairement au crabe vert ici, donc quand vous regardez ses pattes arrière, ce sont, comme les autres pattes, ce sont des pattes qui lui servent simplement à marcher. C'est un crabe marcheur. Alors le crabe vert qu'on appelle aussi crabe enragé, puisque dès qu'il est un peu agressé par un prédateur potentiel, que ce soit un goéland ou un pêcheur à pied, tout de suite il se met en position de défense avec ses pinces bien hautes. Surtout c'est un crabe très très vif et qu'on voit sur tout l'estran, c'est-à-dire du haut de plage. Tous les petits crabes que vous voyez courir sont des jeunes crabes verts jusqu'au bas de l'eau. Ils vivent jusqu'à moins 60 mètres. Tandis que l'étrie, elle, vous ne la trouverez qu'au gros coefficient de marée sous les cailloux, et plus bas pour ceux qui plongent, mais jamais sur le haut de plage. Alors pourquoi le crabe vert, lui, il a cette capacité à se déplacer partout? C'est qu'à la manière d'un plongeur sous-marin équipé de bouteilles d'air comprimé, et bien lui, le crabe vert, il est équipé de cavités branchiales qui entourent ses branchies, qu'il remplit d'eau de mer chargée en oxygène, et puis il va pouvoir se balader comme ça plusieurs heures, voire plusieurs jours sur le bord de mer, à condition qu'il y ait toujours un peu d'humidité autour quand même. Mais moi j'ai vu sur des hautes plages, c'était assez marrant, la rencontre des deux milieux, sur une même mare, un crapaud, c'est un crapaud avec un crabe vert, dans la même mare. Donc là on était sur des eaux saumâtres, on avait vraiment la rencontre des deux milieux, quoi. Le crabe vert, c'est le crabe du Parisien aussi, que certains disent. C'est pas extrêmement bon, mais ça sert souvent pour la soupe. Voilà, c'est quelque chose qui est pêché parfois. Il n'y a pas de législation, mais bon, c'est comme tout, faut être raisonnable. Je vous avoue que je ne pense pas que ce soit une ressource menacée, le crabe vert. On le trouve partout. Il n'est pas forcément vert d'ailleurs, il peut être orange, il peut être de toutes les couleurs. La crevette rose ou le bouquet, donc là en plus c'est la saison, il y en a qui commencent à l'été, mais l'arrière-saison ça marche plutôt pas mal. Apparemment de témoignages de pêcheurs à pied, la saison n'était pas terrible. Est-ce que c'est lié à la température de l'eau, l'été qui était un peu pourri? Il y a aussi eu pas mal de coups de mer et la crevette rose quand elle vient à la côte, elle est très susceptible. Elle n'aime pas du tout quand la mer est agitée, quand il y a une turbidité, c'est-à-dire quand l'eau est trouble. Et ça les pêcheurs à pied qui pratiquent beaucoup le savent. Il faut vraiment une mer calme, transparente, pour pêcher le bouquet, alors qu'on ramasse au havenot, à l'épuisette, le long des rochers. C'est là où elle s'abrite parmi les algues, etc. Alors il y a une inégalité entre les mâles et les femelles. Le mâle ne va vivre que 2 ans et atteindre péniblement 7 cm, alors que la femelle, elle peut vivre jusqu'à 6 ans et atteindre 11 cm. Donc là, c'est un beau bouquet. Celui qui me ramène ça, bravo. Alors, on dit crevette rose, puisqu'en fait, elle devient rose, mais après cuisson. En réalité, elle est plutôt grise translucide, d'accord, hein. C'est un bel animal, moi je suis toujours... c'est très joli. La taille, c'est 5 cm, c'est l'ensemble du corps de l'animal, de l'arrière de la queue jusqu'au bout du rostre, sans les antennes. Tout ça, c'est sur la réglette que je vais vous laisser. D'accord ? À ne pas confondre avec le bouquet, les crevettes bouquet en grande surface, les crevettes tropicales, quoi. Ça n'a rien à voir, qui n'ont d'ailleurs pas du tout les mêmes tailles, hein. Ça peut aller jusqu'à du 25 cm pour les plus grosses gambas, donc ça n'a rien à voir. La crevette grise, qu'on trouve là sur des bancs sableux, dans des grandes baies, qu'on pêche au havenot pousseux, hein, ici. Donc on pousse comme ça un petit havenot sur vraiment au ras du sable, comme ça. Ça vit très peu, à peine 1 an et demi. 7,5 cm pour les mâles, 9,5 pour les femelles. La taille réglementaire, c'est seulement 3 cm, quand elles ont fait déjà 25 mues en 1 an. Donc ça fait beaucoup de mues. Le homard, pour ceux qui ont la chance de trouver des homards,
Donc il y a des pêcheurs à pied qui connaissent les trous à homards, parce que c'est pas une légende, hein, vraiment quand vous avez un trou à homards, quasiment systématiquement, chaque mois vous avez de la chance, vous aurez des chances de retrouver des homards. Alors j'ai pas encore l'explication, je pense que c'est simplement que c'est une cavité idéale pour se planquer, et puis ben, le homard étant assez opportuniste, bah, il va se planquer là où il trouve des bonnes planques. Ça peut vivre très très longtemps, jusqu'à 50 ans en captivité. Alors on a lu jusqu'à 1 siècle, mais 1 siècle c'est le homard américain. C'est le homard breton, lui c'est plutôt 50 ans en captivité. En milieu naturel, ça peut vivre 20 ans. Et là, 60 cm maximum, c'est un beau bébé. Sachant que la taille minimale réglementaire, c'est 8,7 cm, le céphalothorax, c'est-à-dire la tête, mais c'est très précis la mesure. C'est de l'arrière des orbites. Surtout ne mesurez pas le rostre, parce que là vous gagnez 1 cm et vous n'êtes pas bon. Donc de l'arrière des orbites jusqu'à la ligne qui sépare la tête de la queue, en fait, de l'abdomen. D'accord? Donc 8,7 cm. Le souci à cette taille-là, c'est que c'est une taille qui n'est pas terrible, puisqu'en réalité, il y a que 5 à 10% des femelles qui se reproduisent à cette taille-là. Idéalement, il faudrait attendre 9,7 cm, 1 cm de plus, en gros 10 cm, pour que 95% des individus que vous pêchez se soient reproduits. Pourquoi 8,7 cm? Je pense que c'est le homard portion qu'on trouve dans les restaurants, tout simplement. Mais ce sont des juvéniles. Voilà. Un petit cas d'école que je vous ai rapporté ici, c'est un homard pêché en baie de Saint-Brieuc par un collègue qui ne m'a ramené que les pinces vides, il a tout mangé. Hein. Et vous avez ici en fait vraiment la distinction entre les deux pinces. Chaque homard est muni de pinces multifonctions avec la broyeuse et la coupante. Donc une qui lui sert à couper les chairs et une autre qui lui sert à broyer tout ce qui passe à sa portée, les carapaces des autres crustacés qu'il mange, les os des poissons, enfin tout ce que vous voulez, quoi.